À la fête, ma mère s'est moquée de moi. Tu ne verras jamais un centime. Tu nous as toujours déçus. J'ai pris une longue gorgée et j'ai dit, ce n'est pas grave. Je suis seulement venu pour dire au revoir. Je quitte le pays pour toujours. Un silence s'est installé dans la pièce. Le champagne avait le goût du luxe. Du cristal, probablement. Ma mère avait toujours eu l'art d'exhiber une richesse qui provenait de l'entreprise pharmaceutique de mon père, une affaire dont elle avait hérité après sa mort, il y a 3 ans, bien qu'elle n'ait eu aucune part dans sa création. Je me tenais près de la cheminée en marbre, dans ce qui était autrefois ma maison d'enfance, observant parents et amis de la famille circuler dans le vaste salon. La maison était différente maintenant. Elle avait tout redécoré, effaçant toute trace du style chaleureux et confortable de papa, au profit de meubles froids et modernes qui semblaient appartenir à un musée plutôt qu'à un foyer. Ma sœur, Victoria, trônait près du piano à queue, sa bague de fiançailles captant la lumière du lustre en cristal suspendu au-dessus. Elle allait épouser Preston Montgomery III, dont la famille possédait la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville de Boston. Tout le monde la félicitait, l'adulait, la traitait comme une royauté en visite. J'avais 28 ans, et j'étais invisible. Marie. Tante Caroline m'a repéré et a agité son verre de vin en guise de salutation. Je t'ai à peine reconnu. Tu fais toujours ta petite affaire d'enseignement? Cette petite affaire d'enseignement était ma carrière de professeur d'anglais au lycée. Je l'avais choisie au détriment de l'entreprise familiale, ce qui avait été ma première grande déception pour ma mère. Toujours enseignante, oui, ai-je répondu avec un sourire qui semblait crispé sur mon visage. Comme c'est pittoresque, a-t-elle dit, regardant déjà par-dessus mon épaule vers quelqu'un de plus intéressant. J'étais arrivé il y a 1 heure pour la fête de fiançailles de Victoria, bien que mon invitation soit venue par un texto groupé, plutôt que par les cartons gravés que tout le monde avait reçus. Le message avait été, comme à son habitude, bref, fête de fiançailles de Victoria, samedi à 19 h. Essaie d'avoir l'air présentable. Ma mère, Patricia Hartwell, se tenait de l'autre côté de la pièce, dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon loyer. Elle riait de quelque chose que le père de Preston disait, sa main posée sur son bras de cette manière étudiée qu'elle avait, de rendre chaque interaction intime et importante. Elle n'avait pas accusé réception de mon arrivée, au-delà d'un bref signe de tête. J'ai regardé Victoria montrer sa bague à un groupe d'admirateurs. Nous avions été proches, autrefois, quand nous étions enfants. Elle avait 4 ans de moins, et je l'aidais avec ses devoirs, la défendais contre les brutes à l'école, et lui donnais des biscuits en cachette après l'heure du coucher. Mais quelque part vers sa 2e année d'université, quelque chose a changé. Elle a commencé à me voir comme maman me voyait, comme la fille qui avait fait le mauvais choix, qui avait préféré la passion au profit, qui avait déçu la famille en étant ordinaire. Les bouchées aux crevettes sont divines, a dit quelqu'un derrière moi. Je me suis retourné pour voir mon cousin Jason, l'un des rares membres de la famille qui me traitait encore comme un être humain. Tu as l'air de préférer être n'importe où sauf ici. C'est si évident que ça? Seulement pour les gens qui te connaissent. Il a balayé la pièce du regard. C'est assez extravagant, même pour tante Patricia. Victoria épouse un membre de la royauté de Boston. Maman est dans son élément. Jason a étudié mon visage. Ça va? Tu sembles différente ce soir. Plus calme, peut-être. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Il y a 3 mois, j'étais fauché. Pas pauvre, mais fauché au point de joindre difficilement les 2 bouts, et même fauché au point de ne plus pouvoir payer mon loyer. Une canalisation avait éclaté dans mon immeuble, inondant mon appartement et détruisant la plupart de mes biens. L'assurance a couvert une partie, mais pas assez. J'ai dû remplacer mon ordinateur portable pour le travail, acheter de nouveaux vêtements, et verser un acompte pour un nouvel endroit. Mes économies se sont évaporées du jour au lendemain. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé ma mère. J'ai besoin d'emprunter 5 000 €, avais-je dit, détestant chaque mot. Juste temporairement. Je te rembourserai. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Tu veux de l'argent de ma part? Sa voix était neutre, sans émotion. Je ne demanderai pas si ce n'était pas une urgence. L'inondation a détruit. Tu as fait ton choix, Marie. Tu voulais être indépendante, suivre ta propre voie. Les professeurs ne gagnent pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Tu aurais peut-être dû y penser avant de rejeter tout ce que ton père a construit.
Papa soutenait ma décision d'enseigner. Ton père était trop indulgent avec toi. Il t'a laissé gâcher ton avenir. J'étais debout dans le salon de mon amie Mélissa, où je dormais sur le canapé, sentant mon visage brûler d'humiliation. Je demande un prêt, pas l'aumône. Je signerai tous les papiers que tu veux. La réponse est non, Marie. Tu as presque 30 ans. Il est temps que tu apprennes à vivre avec les conséquences de tes décisions. Elle avait raccroché avant que je puisse répondre. J'ai pleuré pendant 1 heure, puis je me suis ressaisi et j'ai emprunté de l'argent à la coopérative de crédit de mon syndicat d'enseignants, à un taux d'intérêt exorbitant. J'ai travaillé pendant l'été, donné des cours particuliers le week-end, et accepté toutes les tâches supplémentaires que je pouvais. La dette était écrasante, mais je m'en suis sorti. Puis, il y a 6 semaines, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin, un mardi. Numéro inconnu. Est-ce que je parle bien à Marie Hartwell, a demandé une voix d'homme, professionnelle et légèrement nerveuse. C'est moi. Je m'appelle Douglas Chen. Je suis avocat chez Morrison, Chen et Associés. Je vous appelle au sujet de votre père, Richard Hartwell. Mon estomac s'est noué. Mon père est décédé il y a 3 ans. Oui, j'en suis conscient, mademoiselle Hartwell. Je m'excuse pour cet appel matinal, mais j'essaie de vous localiser depuis un certain temps. Votre père vous a laissé quelque chose. Êtes-vous disponible pour une rencontre en personne? Je l'ai rencontré cet après-midi-là, dans un bureau du centre-ville. Douglas Chen était un homme mince, d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il m'a fait signe de m'asseoir, puis a ouvert un dossier. Votre père est venu me voir environ 6 mois avant sa mort, a-t-il commencé. Il voulait créer un trust séparé, indépendant de son testament et caché de sa succession principale. Il était très précis sur les termes. Je l'ai dévisagé, confuse. Je ne comprends pas. Ma mère a tout hérité. Votre mère a hérité de l'entreprise, de la maison et des principaux actifs, oui. Mais votre père mettait de l'argent de côté, en privé, depuis des années. Il appelait ça sa police d'assurance. Il ne faisait pas confiance au jugement de votre mère en matière de finances. Ou, pardonnez-moi d'être direct, en ce qui vous concernait. Il avait fait glisser un document sur le bureau. Ce trust a été conçu pour arriver à échéance 3 ans après sa mort. Il voulait donner à votre mère le temps de bien agir envers vous, de sa propre initiative. Si elle le faisait, vous recevriez ceci comme un bonus. Si elle ne le faisait pas, il a marqué une pause. Il m'a dit qu'il espérait se tromper à son sujet, mais il voulait s'assurer que vous seriez prise en charge, quoi qu'il arrive. Le chiffre sur la page m'a donné le vertige, 2 millions d'euros. Il y a aussi une propriété, a poursuivi Douglas. Un chalet au bord d'un lac dans le New Hampshire, qu'il a acheté via une société distincte. Il est entièrement payé à votre nom. Il l'a acheté comme un investissement il y a 15 ans, mais il vous était destiné depuis le début. Je suis resté assise là, en état de choc, incapable de comprendre ce que j'entendais. Il y a des conditions, a expliqué Douglas. Vous ne pouvez pas parler de cet héritage à votre mère ou à votre sœur. Si vous le faites, l'argent sera reversé à une œuvre de charité. Votre père a été très clair, c'est à vous seul, et il ne voulait pas qu'elle tente de le réclamer ou de vous manipuler pour que vous le partagiez. Le trust a généré des rendements d'investissement depuis 3 ans. Avec ces rendements, le total est en fait plus proche de 2,4 millions. Je suis rentré à mon minuscule appartement dans un état second, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Les feux de circulation se brouillaient tandis que je digérais ce que Douglas m'avait dit, 2,4 millions d'euros. Un chalet au bord d'un lac. La police d'assurance secrète de mon père, contre la famille qu'il aimait mais en qui il n'avait pas entièrement confiance. Quand je suis finalement arrivé chez moi, je suis resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes, juste à respirer. L'immeuble semblait différent, moins permanent. Le trottoir fissuré, la peinture écaillée de la porte, les boîtes aux lettres aux charnières rouillées, tout cela semblait soudain temporaire, comme une salle d'attente où j'étais assise, sans réaliser que j'avais un autre endroit où aller. À l'intérieur de mon appartement, j'ai préparé du thé avec des mains tremblantes. La tasse était ébréchée, une trouvaille de friperie de ma première année d'enseignement. Tout ce que je possédais avait une histoire de ce genre, acheté en solde, emprunté à des amis, des objets de seconde main que j'acceptais avec gratitude. J'avais construit une vie avec un salaire d'enseignante,
appris à me débrouiller, trouvé de la dignité dans la frugalité. Mais sous tout cela, il y avait toujours eu cette onde silencieuse, ce sentiment que je devrais vouloir plus, être plus, accomplir plus. La voix de ma mère vivait dans ma tête comme une locataire indésirable, commentant tout, l'appartement était trop petit, ma voiture trop vieille, mes vêtements sans marque, ma carrière une impasse. Sa déception était devenue le bruit de fond de mon existence, si constant que j'avais presque cessé de l'entendre. Mais papa, lui, l'avait entendu. Il avait vu ce que cela me faisait. Cette nuit-là, j'ai sorti la boîte des affaires de mon père que j'avais gardée, des choses que maman m'avait laissé prendre avant de vider son bureau. Elle m'avait donné 1 heure pour parcourir ses affaires et prendre ce que je voulais, restant dans l'embrasure de la porte tout le temps, comme si je pouvais voler quelque chose de valeur. J'ai attrapé ce que j'ai pu, des lettres qu'il m'avait écrites au fil des ans, des cartes d'anniversaire avec son écriture ample, quelques photos, et un journal en cuir dans lequel je l'avais parfois vu écrire. Je n'avais jamais lu le journal auparavant. Cela me semblait trop privé, trop comme une intrusion dans ses pensées intimes. Mais maintenant, assise sur mon canapé usé, avec le thé qui refroidissait à côté de moi, je l'ai ouvert avec des doigts tremblants. La première entrée était datée d'il y a 15 ans, juste après mon entrée au lycée. Marie est rentrée excitée aujourd'hui de son cours d'anglais. Elle veut devenir écrivaine, peut-être professeure. Patricia a levé les yeux au ciel et a dit que ce n'était pas de vraie carrière. J'ai dit à Marie que je pensais que l'enseignement était un travail noble. Patricia ne m'a pas adressé la parole au dîner. J'ai tourné les pages, lisant des entrées qui s'étalaient sur des années. Papa avait tout documenté, chaque dispute avec maman sur mon avenir, chaque fois qu'elle avait critiqué mes choix, chaque moment où elle m'avait comparé défavorablement à Victoria. Mais il avait aussi écrit sur moi, sur les conversations que nous avions eues, sur mes rêves, mes peurs, et la personne que je devenais. Une entrée de ma dernière année de lycée a retenu mon attention. Marie a dit à Patricia aujourd'hui qu'elle voulait enseigner l'anglais. Patricia lui a ri au nez et a dit, « Les professeurs sont des ratés qui n'ont rien pu faire d'autre. » J'ai vu la flamme de Marie vaciller un peu. Je l'ai prise à part plus tard et je lui ai dit de suivre son cœur. Patricia ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Je vais ouvrir un compte séparé demain. S'il m'arrive quelque chose, Marie doit savoir qu'elle a eu raison de choisir sa propre voie. Je ne laisserai pas Patricia détruire son esprit. Ma vision s'est brouillée de larmes. Je me souvenais si clairement de ce jour. J'avais 17 ans, pleine d'enthousiasme pour mon avenir, prête à parler à mes parents de mes projets universitaires. Le rire de maman m'avait transpercé comme une lame. Je m'étais sentie stupide, petite, naïve de penser que l'enseignement était un objectif louable. Mais papa m'avait trouvé plus tard dans ma chambre, assise à mon bureau, fixant les brochures universitaires que j'avais collectionnées. Il s'était assis sur mon lit et avait dit, « Ta mère ne comprend pas que le succès ne se mesure pas en euros. Enseigner est l'un des métiers les plus importants au monde. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Je pensais qu'il était juste gentil, qu'il essayait de me remonter le moral. Je n'avais pas réalisé qu'il menait une guerre pour moi en coulisses, protégeant mon avenir de manière que je ne pouvais pas voir. Autre entrée, datée d'1 mois avant son diagnostic, Patricia montre clairement chaque jour qu'elle pense que Marie est une déception. Elle l'a de nouveau comparée à Victoria au dîner, énumérant toutes les réussites de Victoria pendant que Marie gâche son potentiel. Marie a juste souri et a changé de sujet. Elle est plus forte que Patricia ne le croit. Je mets en place le trust cette semaine. L'entreprise se porte bien, nous venons de conclure une acquisition majeure. J'augmente le montant. Marie mérite la sécurité et la liberté. Elle mérite de savoir qu'au moins un de ses parents voit sa valeur. J'ai lu tard dans la nuit, parcourant des années d'entrée. Papa avait aussi écrit sur ses propres difficultés, la pression d'être impitoyable en affaires, l'obsession croissante de maman pour le statut social, l'érosion lente de leur mariage en quelque chose de froid et de transactionnel. Il avait écrit qu'il restait pour moi et Victoria, qu'il essayait d'être un modèle de décence dans un monde qui récompensait le calcul. Il y avait une entrée de ma remise de diplôme universitaire, j'ai vu Marie recevoir son diplôme aujourd'hui. Pédagogie de l'anglais, mention très bien. Elle rayonnait sur cette scène. Patricia a passé toute la cérémonie sur son téléphone, gérant une crise professionnelle qui aurait probablement pu attendre. Sur le chemin du retour, Patricia a dit, « Eh bien, voilà 4 ans et 80 000 € jetés par les fenêtres. » Je voulais défendre Marie, mais elle avait déjà appris à laisser les commentaires de Patricia glisser sur elle. C'est peut-être pire,
quelle est dû développer une armure contre sa propre mère. Une autre, de ma première année d'enseignement, Marie a appelé ce soir, excitée à propos d'un élève qui a enfin compris et ne tirait pas sur l'oiseau moqueur après avoir eu des difficultés tout le semestre. Patricia était dans la pièce, m'a entendu au téléphone, et a dit après que j'ai raccroché, on dirait une enfant. Victoria a conclu un contrat d'1 million d'euros cette semaine, et Marie célèbre un adolescent qui lit un livre. Je suis allé dans mon bureau et j'ai transféré 50 000 euros de plus dans le trust. Marie en aura besoin. Patricia ne la verra jamais clairement. Les dernières entrées dataient des mois précédant sa mort, quand il savait qu'il allait mourir. Son écriture était devenue plus tremblante, les entrées plus courtes, mais elle concernait toute la mise en ordre de mes affaires. J'ai de nouveau rencontré Douglas Chen. Le trust est verrouillé. Période d'attente de 3 ans pour voir si Patricia agit correctement envers Marie. J'espère qu'elle le fera. J'espère me tromper à son sujet. Mais si ce n'est pas le cas, au moins Marie aura des options. Au moins, elle saura qu'un de ses parents a cru en elle. Complètement épuisé aujourd'hui. Plus difficile d'écrire maintenant. Les mains ne fonctionnent plus bien. Marie est venue aujourd'hui. Elle est restée avec moi pendant 3 heures, m'a lu de la poésie. Dickinson, ma préférée. Patricia est passée pendant 20 minutes, a surtout parlé de l'entreprise. Marie vaut 10 fois mieux qu'elle. J'aurais aimé être plus courageux. J'aurais aimé quitter Patricia il y a des années et élever les filles sans sa toxicité, mais il est trop tard pour ça maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que Marie sache qu'elle a été aimée, exactement telle qu'elle est. La dernière entrée, datée de 2 semaines avant sa mort, Marie ne sait pas que ce sera la dernière carte d'anniversaire que je lui écrirai. 25 ans, un quart de siècle. Je lui ai écrit un long message, lui disant que j'étais fier, que je savais qu'elle ferait de belles choses dans ce monde. Patricia a critiqué la carte, la trouvant trop sentimentale. Tout ce qui est authentique est trop sentimental pour Patricia. Mais Marie a pleuré en la lisant, m'a serré si fort dans ses bras. Elle a murmuré « Je t'aime, papa ». Et j'ai su que, peu importe tout ce que j'avais raté dans ma vie, j'avais réussi avec Marie. Elle est bonne, gentille et courageuse. L'argent l'aidera, mais elle n'en a pas besoin pour être extraordinaire. Elle l'est déjà. J'ai fermé le journal et j'ai sangloté dans mes mains, de grands sanglots saccadés qui venaient du plus profond de ma poitrine. Le deuil de mon père, oui, mais aussi le soulagement. Le soulagement de ne pas avoir été folle, que la dynamique que j'avais sentie dans notre famille était réelle. Le soulagement que quelqu'un m'ait vu, vraiment vu, et ait pensé que j'étais assez bien, exactement tel que j'étais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les yeux gonflés et une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à chercher des postes d'enseignants à l'international. J'ai passé le mois suivant à faire des préparatifs discrets. J'ai postulé à des postes d'enseignants à l'international, ciblant des écoles américaines à l'étranger. Mes qualifications étaient solides, mes recommandations excellentes. En 2 semaines, j'avais des offres de 3 écoles différentes. Le poste à Barcelone a immédiatement retenu mon attention, l'école internationale de Barcelone, établie, bien financée, excellente réputation. Ils offraient des salaires compétitifs, une aide au logement, et des opportunités de développement professionnel. La ville elle-même m'avait toujours fasciné. J'avais pris un cours d'espagnol à l'université, j'aimais la langue, la culture, l'histoire. J'avais regardé des documentaires de voyage sur l'architecture de Barcelone, ses plages, sa scène culinaire animée, et j'avais pensé avec envie que je pourrais peut-être la visiter un jour. Maintenant, je pouvais faire plus que visiter, je pouvais y vivre. J'ai eu un entretien en visioconférence avec la directrice, une femme chaleureuse nommée Carmen, qui avait passé 20 ans dans l'éducation internationale. Elle m'a posé des questions pertinentes sur ma philosophie d'enseignement, mon expérience avec des apprenants diversifiés, ma capacité d'adaptation. À la fin de l'entretien, elle a souri et a dit « Je pense que vous seriez un excellent ajout à notre communauté. Le poste est à vous si vous le voulez. » J'ai accepté sur le champ. Puis est venue la logistique. J'ai donné mon préavis à mon école, invoquant des raisons personnelles et une opportunité unique à l'étranger. Ma directrice, Madame Henderson, était déçue mais m'a soutenu. « Vous êtes l'une de nos meilleures enseignantes », a-t-elle dit. Mais je comprends. Parfois, il faut oser sauter le pas. J'ai commencé à vendre mes meubles sur Facebook Marketplace,
ne gardant que ce qui pouvait tenir dans quelques valises. Mon canapé s'est vendu en un jour. Ma bibliothèque a pris plus de temps. Les gens demandaient si elle venait avec les livres. J'ai ri et j'ai dit, non, ceux-là viennent avec moi en Espagne. Mon lit, ma table de cuisine, mon bureau, tout a trouvé de nouveaux propriétaires qui sont venus les emporter, pièce par pièce. Mélissa m'a aidé à trier mes affaires. Un samedi après-midi, nous étions assises par terre dans mon appartement de plus en plus vide, entouré de cartons marqués à donner, à vendre et à garder. « As-tu peur ?» m'a-t-elle demandé en pliant un de mes pulls. Terrifié, ai-je admis, mais aussi excité. Plus excité qu'effrayé, je crois. Ta mère n'est pas au courant. Non, et elle ne le saura pas. Pas avant que je sois prête à le lui dire. Mélissa a étudié mon visage. Et pour la fête de Victoria? J'y vais. Une dernière apparition, et puis j'en ai fini. C'est très dramatique. Je sais, mais je pense que j'ai mérité un peu de drame. Elle a ri et m'a jeté le pull. C'est juste. Promets-moi juste de m'appeler en vidéo constamment depuis Barcelone. Toutes les semaines, ai-je promis. J'ai également rencontré Douglas Chen 2 fois de plus pour tout finaliser. Il m'a aidé à ouvrir des comptes bancaires internationaux, m'a expliqué les implications fiscales de la vie à l'étranger, et m'a mis en contact avec un conseiller financier spécialisé dans les situations d'expatriés. L'argent du trust serait investi de manière conservatrice, générant des rendements stables. Je vivrai de mon salaire d'enseignante à Barcelone et je laisserai l'héritage fructifier, un filet de sécurité dont j'espère ne jamais avoir besoin, mais que j'aurai toujours. Votre père serait très heureux en ce moment, a dit Douglas lors de notre dernière réunion. C'est exactement ce qu'il voulait pour vous, la liberté, la sécurité, et le courage de construire la vie que vous vouliez. Je l'ai remercié, cet étranger devenu le gardien du dernier cadeau de mon père, et je suis sorti de son bureau en me sentant plus légère que jamais depuis des années. Les semaines précédant la fête de Victoria avaient un caractère surréaliste. Je vivais dans 2 réalités simultanément, l'ancienne Marie, qui suivait le mouvement à Boston, et la future Marie, qui faisait déjà mentalement ses valises pour Barcelone. Je me promenais dans mon quartier en pensant, je ne reverrai plus jamais ce café. Je passais devant mon école en pensant, quelqu'un d'autre enseignera dans cette salle de classe l'année prochaine. Chaque jour était une série de petits adieux que je ne faisais qu'à moi-même. J'ai dit la vérité à mes amis les plus proches, en leur faisant jurer le secret. Ils m'ont organisé une fête d'adieu surprise 2 semaines avant les fiançailles de Victoria, un rassemblement tranquille dans l'appartement de Mélissa, avec du vin, des tapas et une playlist de musique espagnole. Ils m'ont offert des cadeaux, un guide de conversation espagnol, un guide de Barcelone, un carnet pour consigner mes aventures. Nous avons parlé tard dans la nuit de rêve, de risques, et du courage qu'il faut pour tout recommencer. Tu fais ce que nous rêvons tous de faire, avait dit mon amie Sarah. Tu pars, tout simplement, tu prends un nouveau départ. C'est incroyable. Mais j'avais secoué la tête. Vous pourriez le faire aussi. Nous le pourrions tous. C'est ce que je réalise. Nous nous emprisonnons avec notre propre peur plus que les circonstances ne nous emprisonnent. Maintenant, debout à la fête de fiançailles de Victoria, avec ces semaines de préparation secrète derrière moi, je me sentais calme, détaché. J'étais déjà parti, de toutes les manières qui comptaient. C'était juste la scène finale, le générique de fin, le moment avant que l'écran ne devienne noir sur ce chapitre de ma vie. J'avais tout planifié avec soin. Je déménagerais en Espagne, je m'installerais, j'utiliserais l'argent pour construire une vraie vie, peut-être acheter un petit appartement près de la plage, voyager pendant les vacances scolaires, enfin écrire le roman auquel je pensais depuis des années. Le trust me donnerait la sécurité, mais plus que ça, il me donnerait la liberté de ne plus jamais avoir besoin de quoi que ce soit de la part de ma mère. Et j'ai décidé d'assister à la fête de fiançailles de Victoria, une dernière apparition avant de disparaître de leur vie pour toujours. Me voilà donc, une coupe de champagne à la main, observant ma mère arpenter la pièce comme une candidate en campagne. Les entrées du journal dépeignaient une image que je n'avais que partiellement comprise de son vivant. Il avait écrit sur la froideur croissante de maman, son obsession pour le statut, son ressentiment envers lui pour ne pas être assez impitoyable en affaires. Il avait écrit sur la façon dont il me protégeait de son jugement, encourageait mes rêves, même quand elle s'en moquait. Une entrée de ma dernière année de lycée m'a particulièrement marqué. Marie a dit à Patricia aujourd'hui qu'elle voulait enseigner l'anglais. Patricia lui a ri au nez et a dit, les professeurs sont des ratés qui n'ont rien pu faire d'autre.
J'ai vu la flamme de Marie vaciller un peu. Je l'ai prise à part plus tard et je lui ai dit de suivre son cœur. Patricia ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Je vais ouvrir un compte séparé demain. S'il m'arrive quelque chose, Marie doit savoir qu'elle a eu raison de choisir sa propre voie. Je ne laisserai pas Patricia détruire son esprit. Une autre entrée, datée d'1 mois avant son diagnostic, Patricia montre clairement chaque jour qu'elle pense que Marie est une déception. Elle l'a de nouveau comparée à Victoria au dîner, énumérant toutes les réussites de Victoria pendant que Marie gâche son potentiel. Marie a juste souri et a changé de sujet. Elle est plus forte que Patricia ne le croit. J'augmente le montant du trust. Elle mérite la sécurité et la liberté. Lire ces mots, comprendre à quel point il avait tout vu clairement, avait brisé quelque chose en moi. Du chagrin, oui, mais aussi de la gratitude. Il avait su, il avait planifié, il m'avait protégé même après sa mort. J'ai passé le mois suivant à faire des préparatifs discrets. J'ai postulé à des postes d'enseignant à l'international, ciblant des écoles américaines à l'étranger. Mes qualifications étaient solides, mes recommandations excellentes. En 2 semaines, j'avais des offres de 3 écoles différentes. J'ai accepté un poste dans une école internationale à Barcelone. Le salaire était généreux, le coût de la vie raisonnable, et l'année scolaire commençait en septembre, soit dans 3 mois à l'époque. J'ai donné mon préavis à mon école, invoquant des raisons personnelles. J'ai commencé à vendre mes meubles, à faire mes cartons. J'ai dit la vérité à mes amis les plus proches, en leur faisant jurer le secret. Mélissa m'a serré fort dans ses bras et m'a dit, « Ton père serait si fier. » J'avais tout planifié avec soin. Je déménagerai en Espagne, je m'installerai, j'utiliserai l'argent pour construire une vraie vie, peut-être acheter un petit appartement près de la plage, voyager pendant les vacances scolaires, enfin écrire le roman auquel je pensais depuis des années. Le trust me donnerait la sécurité, mais plus que ça, il me donnerait la liberté de ne plus jamais avoir besoin de quoi que ce soit de la part de ma mère. Et j'ai décidé d'assister à la fête de fiançailles de Victoria, une dernière apparition avant de disparaître de leur vie pour toujours. Me voilà donc, une coupe de champagne à la main, observant ma mère arpenter la pièce comme une candidate en campagne. Victoria s'est matérialisée à côté de moi, son sourire éclatant et vide. « Tu es venu. »« Bien sûr. »« Félicitations. »« Merci. » Elle a tendu la main pour que je puisse admirer la bague de plus près. Elle était énorme, probablement 3 carats. Preston l'a dessinée lui-même. Enfin, il a travaillé avec un joaillier, mais c'était sa vision. Elle est magnifique. On pense à un mariage en juin, au Fairmont. Maman est déjà en train de tout organiser. Ça va être incroyable. Elle a fait une pause, son expression changeant pour quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Tu devrais amener quelqu'un si tu as un cavalier. Ou viens seul. C'est bien aussi. La cruauté désinvolte était presque impressionnante. Victoria avait maîtrisé l'art de maman d'insulter en souriant gentiment. Je m'en souviendrai. Elle s'est éloignée vers Preston, qui se tenait avec un groupe d'hommes près du bar, riant trop fort à quelque chose qui n'était probablement pas drôle. J'ai fini mon champagne et j'ai pris une autre coupe sur un plateau qui passait. L'alcool aidait, adoucissant les angles de cette dernière performance. Marie. La voix de ma mère a traversé la pièce. Elle me faisait signe de la rejoindre, là où elle se tenait avec un couple à l'allure distinguée. Je les ai reconnus comme étant les Mitchell, de vieux amis de mes parents. Je me suis approché, sachant déjà que ce ne serait pas agréable. Les Mitchell venaient justement de demander de tes nouvelles, a dit maman, son sourire acéré. Je leur parlais de ton travail. Toujours enseignante, a demandé monsieur Mitchell avec bienveillance. C'est merveilleux. Nous avons besoin de bons professeurs. Elle enseigne l'anglais au lycée, a dit maman, et d'une manière ou d'une autre, elle a fait en sorte que cela sonne comme si je ramassais les ordures pour vivre. C'est très épanouissant, m'a dit madame Mitchell. Ça l'est, ai-je répondu d'une voix égale. Bien que ça ne paie pas beaucoup, a poursuivi maman, en prenant une gorgée de son vin. Les professeurs dans les écoles publiques gagnent quoi, 40 000 €? 50 000 €? Je ne me souviens jamais. Patricia, a dit madame Mitchell, mal à l'aise. Je suis juste réaliste. Marie a choisi sa voie, et nous devons tous vivre avec nos choix. Elle s'est tournée vers moi, les yeux froids. À ce propos, comment s'est réglée ta situation de logement?
As-tu finalement trouvé un endroit stable après cette inondation? La pièce semblait se rétrécir. Elle évoquait le moment où j'avais demandé de l'aide, le moment où j'avais été la plus vulnérable, comme une conversation de dîner anodine. Je vais bien, merci. Vraiment? Elle a ri légèrement. Tu dis toujours que tu vas bien, mais je me demande. Enseigner doit être si stressant, et l'argent n'est tout simplement pas là. Parfois, je pense à ton père, à quel point il serait déçu que tu n'aies jamais atteint ton plein potentiel. Quelque chose s'est cristallisé dans ma poitrine. C'était ça. C'était le moment. En fait, maman, je ne pense pas que papa ait été déçu du tout. Ses yeux se sont légèrement plissés. Oh, et comment le saurais-tu? Tu l'as à peine vu la dernière année de sa vie. Tu étais si occupé par ta carrière. Le mensonge était à couper le souffle. Je lui ai rendu visite à l'hôpital tous les jours. C'était elle qui avait passé ces derniers mois à gérer l'entreprise, le laissant seul sauf pendant les heures de visite, quand d'autres personnes pouvaient la voir jouer l'épouse dévouée. Je le sais parce qu'il me l'a dit, ai-je dit doucement, plusieurs fois. Il soutenait ma décision d'enseigner. Ton père était faible, a-t-elle dit, sa voix assez sèche maintenant pour que les gens à proximité commencent à le remarquer. Il a encouragé ta médiocrité au lieu de te pousser à être meilleur. S'il avait été plus dur avec toi, peut-être que tu ne serais pas en train de lutter pour joindre les deux bouts maintenant. Madame Mitchell a touché le bras de son mari, commençant à s'éloigner de la conversation. J'ai vu comment tu as dû mendier de l'argent après l'inondation de ton appartement, a poursuivi maman, sa voix montant légèrement. Venir me voir la main tendue comme une enfant. Tu as presque 30 ans, Marie. Quand apprendras-tu à te débrouiller seule? La pièce se calmait maintenant, les conversations s'éteignant alors que les gens se tournaient pour regarder. Tu sais ce qui me dérange vraiment? Elle était lancée maintenant, son troisième verre de vin ayant abaissé son filtre déjà minimal. Ton père m'a laissé cette entreprise, cette maison, tout. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que Victoria et moi pouvions le gérer. Nous sommes fortes. Nous sommes capables. Mais toi? Elle a ri, et le son était laid. Tu ne verras jamais un centime de vrai argent. Tu passeras toute ta vie à vivre d'un salaire à l'autre, parce que tu nous as toujours déçus. Tu as toujours été une déception. Le silence était complet maintenant. 30 personnes se tenaient figées, les verres à mi-chemin de leurs lèvres, assistant à cette exécution publique brutale. J'ai pris une longue gorgée de mon champagne, laissant le moment s'étirer. Ma main était parfaitement stable. Ce n'est pas grave, ai-je dit, ma voix calme et claire dans la pièce silencieuse. Je suis seulement venu ce soir pour dire au revoir. Je quitte le pays pour toujours. Le visage de ma mère est devenu vide de toute expression, confus. Quoi? Je déménage à Barcelone. Je commence à enseigner dans une école internationale là-bas en septembre. J'ai déjà signé mon contrat, donné mon préavis à mon école ici, et vendu la plupart de mes affaires. Je lui ai souri, et cela m'a semblé sincère. Je serai parti dans 6 semaines, et je ne prévois pas de revenir. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle dit, mais l'incertitude vacillait sur son visage. Tu es juste en train de faire un drame. Je suis complètement sérieuse. Je suis venu ce soir parce que cela me semblait être la chose polie à faire, dire au revoir en personne. Mais tu as raison sur une chose, je ne verrai jamais un centime de ta part, et ça me va parfaitement, parce que je n'ai plus besoin de rien de toi. Je n'ai plus besoin de rien de toi depuis un bon moment maintenant. Victoria s'était frayé un chemin à travers la foule, Preston la suivant. Marie, de quoi parles-tu? Je parle de laisser tout ça derrière moi, le jugement, les comparaisons, les rappels constants que je ne suis pas assez bien. J'en ai fini. Je vais passer ma vie en Espagne, à enseigner à des enfants qui apprécient vraiment d'apprendre, à vivre près de la Méditerranée, et à construire une vie qui me rend heureuse, au lieu d'essayer de répondre à des normes conçues pour que j'échoue. Le visage de maman était passé de la confusion à la colère. C'est ridicule. Tu ne peux pas simplement partir. Et tes responsabilités? Et la famille? Quelle responsabilité? Tu as bien fait comprendre que je ne faisais pas partie de l'entreprise familiale. Et quant à la famille, j'ai regardé autour de moi tous les parents et amis qui m'avaient regardé me faire rabaisser pendant des années sans dire un mot, je ne pense pas que cela me manquera beaucoup. Tu es égoïste, a dit maman, sa voix tremblant légèrement, après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait pour moi?
La question est sortie plus durement que je ne l'avais prévu. Tu m'as dit que je gâchais ma vie en choisissant d'enseigner. Tu as refusé de m'aider quand j'étais désespéré. Tu as passé des années à me dire que j'étais une déception. Tu m'as comparé à Victoria à chaque occasion et tu m'as trouvé inférieur à chaque fois. Alors, s'il te plaît, dis-moi, qu'as-tu fait exactement pour moi qui mériterait ma gratitude? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Je ne suis pas venu ici pour faire une scène, ai-je dit, plus doucement maintenant. Je suis vraiment juste venu pour dire au revoir. Mais puisque tu as parlé d'argent, puisque tu as parlé de papa, puisque tu as décidé de m'humilier une dernière fois devant tout le monde, je me suis dit que je pourrais aussi bien être honnête. Je pars, et je ne reviendrai pas pour des visites. Je ne reviendrai pas pour les fêtes. Quand je monterai dans cet avion pour Barcelone, ce sera tout. Marie, voyons, a dit Victoria, mais il y avait une note de panique dans sa voix maintenant. Tu ne le penses pas si, je le pense. Je suis désolé si cela te blesse, mais j'en ai fini d'être la déception de la famille. J'en ai fini d'être l'exemple à ne pas suivre que vous utilisez pour vous sentir mieux. J'ai trouvé un travail que j'aime dans une ville où j'ai toujours voulu vivre, et je le prends. Tu ne peux pas te permettre de déménager en Espagne comme ça, a dit maman, tentant de reprendre le contrôle. Les déménagements internationaux coûtent de l'argent. Tu viens de dire toi-même que tu étais fauché il y a quelques mois. J'ai travaillé pendant l'été. J'ai donné des cours particuliers. J'ai pris des heures supplémentaires. J'ai économisé. Tout était vrai, même si ce n'était pas toute la vérité. Et honnêtement, la façon dont je me le permets ne te regarde pas. C'est un peu ça, le but. Ma vie, mes décisions, mes affaires. Monsieur Mitchell s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous vous laisser un peu d'intimité. Non, s'il vous plaît, ne partez pas à cause de moi, ai-je dit. En fait, je m'en vais aussi. Victoria, encore félicitations pour tes fiançailles. J'espère que tu seras très heureuse. Je le pensais. Malgré tout, elle était toujours ma sœur, et je me souvenais de l'enfant qu'elle avait été, avant que maman ne la façonne en une version plus jeune d'elle-même. Je me suis tourné vers ma mère. Au revoir, maman. J'espère que tu auras une belle vie. Je me suis dirigé vers la porte, et la foule s'est écartée autour de moi comme de l'eau. Mes talons claquaient sur le sol en marbre. Derrière moi, je pouvais entendre le début de conversation frénétique, la voix de maman s'élevant alors qu'elle essayait de reprendre le contrôle de la situation. Je suis sorti dans la douce soirée de juin et j'ai sorti mon téléphone pour appeler un Uber. Mes mains tremblaient maintenant, l'adrénaline m'envahissant. Marie, attends. Je me suis retourné pour voir Jason descendre les marches en courant. Tu le fais vraiment, a-t-il demandé. Oui, vraiment. Il a étudié mon visage, puis a esquissé un lent sourire. Bien joué. Sérieusement, c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Ou la plus stupide. Peut-être les deux, mais surtout courageuse. Il a sorti son téléphone. Donne-moi ton numéro en Espagne. Quand je visiterai l'Europe l'année prochaine, je veux passer te voir. J'ai débité ma nouvelle adresse email. Contacte-moi quand tu prévois le voyage. J'adorerais te faire visiter. Il m'a serré rapidement dans ses bras. Ton père serait vraiment fier de toi en ce moment. Tu le sais, n'est-ce pas? Ma gorge s'est serrée. Merci, Jason. Mon Uber est arrivé, et je me suis glissé sur la banquette arrière. Alors que la voiture s'éloignait de la maison, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Je pouvais voir des gens rassemblés aux fenêtres, des silhouettes se découpant à contre-jour de la lumière du lustre. Ma mère se tenait sur les marches du perron, Victoria à ses côtés, toutes deux fixant la voiture qui partait. Je me suis retourné et je n'ai plus regardé en arrière. Les 6 semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai fini mes cartons, j'ai dit au revoir à mes amis, et j'ai eu un petit dîner d'adieu avec mes collègues enseignants, qui étaient devenus ma vraie famille au fil des ans. Mélissa a pleuré et m'a fait promettre de l'appeler en vidéo toutes les semaines. Ma directrice, Madame Henderson, m'a serré dans ses bras et m'a dit « Vous allez faire des choses extraordinaires ». J'ai pris l'avion pour Barcelone un mardi après-midi, fin août. L'argent du trust était en sécurité sur mon compte en banque, mais je n'y avais pas encore touché, sauf pour verser un acompte pour un modeste appartement dans le quartier de Gracia.
Douglas Chen m'avait aidé à ouvrir des comptes internationaux, à mettre en place des stratégies d'investissement, tout ce dont j'avais besoin pour gérer mon héritage inattendu de manière responsable. Le chalet au bord du lac dans le New Hampshire est resté vide pour l'instant, mais je l'ai visité une fois avant de quitter le pays. C'était magnifique, une petite cabane avec d'immenses fenêtres donnant sur l'eau, entourée de pins. Papa avait bien choisi. J'engagerai un gestionnaire immobilier pour s'en occuper, peut-être le louer pendant les étés. Un jour, peut-être que j'y prendrai ma retraite. Ma nouvelle école était tout ce que j'avais espéré. Les élèves étaient motivés, multilingues, et curieux du monde. Mes collègues étaient chaleureux et accueillants. J'enseignais la littérature américaine aux élèves de seconde et de première, j'animais un club d'écriture créative après les cours, et je passais mes week-ends à explorer les rues sinueuses de Barcelone et à m'asseoir dans des cafés pour travailler sur mon roman. 3 mois après mon arrivée, mon téléphone a sonné. Victoria. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Allô? Marie? Sa voix était pâteuse, comme si elle avait pleuré. Je dois te dire quelque chose. D'accord. Maman a eu un problème de santé la semaine dernière. Elle va bien, elle va bien. Mais c'était effrayant. Et quand nous étions à l'hôpital, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin de te parler. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait fait une erreur. Je me suis approché de la fenêtre de mon appartement et j'ai regardé la ligne d'horizon de Barcelone, les montagnes au loin. Est-ce qu'elle me demande de rentrer? Elle ne le dira pas directement, mais oui, je pense que oui. Et Marie, je voulais m'excuser. La façon dont elle t'a parlé à ma fête, la façon dont je t'ai traité au fil des ans, ce n'était pas correct. J'y ai beaucoup pensé depuis que tu es parti. Tu avais raison sur tout. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Preston a rompu les fiançailles le mois dernier. J'ai eu le souffle coupé. Victoria, je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Il était contrôlant, condescendant exactement comme maman. Être avec lui m'a fait réaliser que je devenais comme elle, et j'ai détesté ça. Après son départ, j'ai commencé à penser à ce que tu as dit, sur le fait d'être heureuse au lieu de répondre aux attentes de tout le monde. Et j'ai réalisé que tu avais raison. Tu as toujours eu raison. Que vas-tu faire? Je prends une pause de l'entreprise familiale. Je pense à retourner à l'école, en fait. J'ai toujours voulu étudier les sciences de l'environnement, mais maman disait que ce n'était pas pratique. Il s'avère que je me fiche un peu de ce qui est pratique maintenant. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. C'est bien pour toi. Tu vas rentrer? Juste pour une visite. Je veux dire, tu me manques. Et je pense que tu manques à maman aussi, même si elle ne peut pas le dire. J'ai regardé autour de mon petit appartement ensoleillé, mon étagère remplie de romans espagnols que j'apprenais lentement à lire, les photos sur mon mur de mes week-ends à Valence et à Grenade, la vie que je construisais, pièce par pièce, exactement comme je le voulais. Je ne peux pas rentrer maintenant. Les vacances scolaires ne sont pas avant décembre, et j'ai des engagements ici. Mais peut-être. Peut-être que je pourrais venir à Noël. Vraiment? Peut-être. Pas de promesse. Et Victoria, je veux que tu comprennes, je ne reviendrai pas de façon permanente. L'Espagne est ma maison maintenant. C'est ici que je veux être. Je sais. Je comprends. Je veux juste te voir. On le veut tous, même si maman ne peut pas encore l'admettre. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur mon canapé un long moment, pensant à mon père, à la façon dont il avait vu tout cela arriver, le conflit, le point de rupture, le besoin pour moi de construire quelque chose d'indépendant de l'approbation de ma mère. Il m'avait donné les outils pour m'échapper et la sécurité pour construire quelque chose de réel. Je viendrai peut-être à Noël. Je pardonnerai peut-être même à ma mère un jour, si elle s'excusait vraiment. Mais je le ferai depuis une position de force, selon mes propres termes, avec une vie que j'avais construite moi-même, qui m'attendait à Barcelone. Mon téléphone a vibré avec un texto de Mélissa. Comment l'Espagne te traite-t-elle? J'ai répondu, comme chez moi. Et c'était vrai. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais exactement là où je devais être. Le cadeau de papa n'avait pas été seulement l'argent ou la maison. Ça avait été la liberté de me choisir, sans peur, de m'éloigner des gens qui me faisaient sentir petite et de construire une vie qui me faisait sentir entière. J'ai regardé la photo encadrée sur mon étagère, la dernière prise de papa et moi ensemble. Il souriait,
le bras autour de mes épaules, et je riais de quelque chose qu'il venait de dire. Je pouvais presque entendre sa voix, « Suis ton cœur, Marie. Le reste se mettra en place. » Il avait eu raison là-dessus aussi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le document sur lequel je travaillais, le chapitre 7 du roman que j'écrivais enfin. L'histoire d'une femme qui a appris que parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser partir les gens qui refusent de voir votre valeur. Et que le plus grand acte de courage est de construire une vie qui vous rend heureuse, même quand elle déçoit tout le monde. C'était de la fiction, principalement, mais cela avait commencé avec un noyau de vérité. Et cette vérité m'avait libéré.